L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver et soyez le bienvenu pour ce second numéro de la 6e saison des Mardis de la Santé UNIM, organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, avec le soutien de notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, nous nous attaquons sur le plateau de Medscore à un sujet qui passionne les uns, qui inquiète les autres, dépasse certains, la confidentialité de la donnée de santé. Et donc notre sujet, secret médical, quel est l'enjeu du Ségur du numérique en santé? Alors, la donnée de santé, bien sûr, est une donnée sensible qui ne devrait théoriquement pas être partagée avec des moyens d'échange non sécurisés sans fort niveau d'identification. Or, dans la pratique, la légalité n'est pas toujours de mise, sans que les praticiens ne se doutent des risques encourus, souvent par négligence ou manque de vigilance. Raison pour laquelle tous les professionnels de santé sont concernés par le Ségur du numérique, avec la perspective d'une évolution des logiciels qui devrait arriver en 2024 et surtout des directives claires afin de respecter secret médical et confidentialité à l'heure du tout numérique. Et donc pour en discuter autour du plateau, à mes côtés, Arnaud Barbier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Donc vous êtes kiné à Montpellier, président de la FFMKR de l'Hérault, secrétaire général du CPTS Montpellier-Est, vice-président au développement et à l'animation de la vie syndicale, et surtout ce qui nous intéresse ce soir, élu UNPS au GT informatique et numérique et représentant de la FFMKR au Ségur du numérique en santé. C'est tout à fait ça. Donc on a bien besoin de vous pour nous éclairer sur ce sujet. À ma droite, Sébastien Deschaux, vous êtes ingénieur informatique, alors au départ de l'INSA, passionné d'innovation, spécialiste de l'innovation, même directeur de la recherche en innovation chez Dinergy. Et je dirais, en bref, alors pas du tout spécialiste de la donnée de santé, mais geek avoué, aussi confronté à la sécurité, à la confidentialité des données, même s'il ne s'agit pas de données de santé, et au fil tout ça de l'émergence de nouvelles technologies. Exactement. Ça correspond? Tout à fait. On est raccord? Eh bien, merci d'être parmi nous. Avec nous en visio, Alexandre Germain, nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour un sujet dédié au kiné du sport. Donc vous êtes kiné du sport avec un palmarès impressionnant en équipe de France de hockey sur glace, à l'Olympique de Lyon au centre de formation, en équipe de vélo Lyon-Jean de la Tour, le Graal, l'équipe de France de foot où vous officiez actuellement, mais pas que, vous êtes également kiné du sport en structure à la clinique de la Sauvegarde, expert en analyse et biomécanique de la course à pied, conseiller en prévention des troubles musculo-squelettiques en entreprise. Donc je ne vais pas faire le palmarès, le pédigré intégral de chacun, mais donc vous êtes aussi très intéressé par la confidentialité de la donnée de santé, en particulier celle des joueurs de haut niveau. Au programme de ce soir, nous ferons un état de lieu sur l'état de la santé. Nous parlerons des enjeux du Ségur du numérique en santé et des bonnes pratiques de la conduite idéale à tenir, même quand on n'est pas passionné du sujet ou geek. Donc un mardi de la santé qui se veut très concret, très pratique, autour des pratiques numériques actuelles des kinés et ce qu'elles devront devenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, nous accueillons sur le plateau Aude Penel, donc qui représente notre partenaire l'UNIM. Donc déjà Aude, est-ce que l'on peut rappeler rapidement qu'est-ce que l'UNIM et quel est son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé ?
Oui, Nathalie, alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est créée il y a une quarantaine d'années et qui a négocié en fait des contrats spécifiques dédiés aux professionnels de santé, que ce soit en prévoyance, en complémentaire santé, en assurance emprunteur, mais également pour couvrir l'exercice en groupe. Et donc, sa particularité de cette association, c'est que son conseil d'administration est composé uniquement de professionnels de la santé. Voilà, donc, et on s'est appuyé sur un assureur assez connu qui s'appelle Allianz, première marque mondiale d'assurance, pour justement pouvoir proposer des contrats avec une signature solide pour nos adhérents. Pouvons-nous prendre un petit cas pratique, s'il vous plaît? Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'une assurance, hein? Souvent, on parle de la prévoyance. En tout cas, souvent, votre comptable vous alerte, justement, tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'il est important de prendre une prévoyance complémentaire. En effet, le régime de la Carpinco, qui est celui des masseurs-kinésithérapeutes, est largement insuffisant, que ce soit en indemnité journalière, mais également en invalidité ou même dans les cas les plus graves, dans le cas du décès. Et on va venir, nous, avec cette assurance, compléter ces revenus que vont vous donner le régime obligatoire pour maintenir votre niveau de vie, quels que soient les aléas, maladies, accidents, agressions que vous pourriez subir aussi bien dans la vie professionnelle que privée, bien évidemment. Et donc, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. Peut-on avoir un petit teasing? De quoi va-t-on parler ce soir, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors ce soir, on vous propose un atelier pour vous présenter l'association UNIM, mais surtout tous les avantages qu'a négocié cette association pour les kinésithérapeutes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est 10 minutes à la fin de l'émission avec un échange personnalisé, donc avec un correspondant de l'UNIM. Voilà. Et donc nous entrons dans le vif de notre sujet de ce soir avec notre première partie, état des lieux du secret médical et de la protection des données de santé à l'heure du tout numérique. Alors, depuis toujours, les médecins prêtent le serment d'Hippocrate qui garantit le secret médical, et ce, toujours en 2023, alors que les outils de communication ont quelque peu changé depuis sa mise en place. Et d'ailleurs, depuis, les valeurs sont inscrites dans le code de santé, mais c'est vous qui nous l'expliquerez. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre les enjeux des données de santé, connaître les risques des différents outils numériques disponibles pour mieux contrôler et gérer en toute sécurité sa propre utilisation des données de santé. Et donc, dans cette première partie, nous allons poser les définitions, bien cerner nos sujets et cadrer les bases du débat entre théorie et pratique. Ça y est, j'ai assez parlé. Je donne la parole à Alexandre Germain, déjà pour nous faire quelques rappels. Qu'est-ce que la donnée de santé? Qu'est-ce qui est confidentiel? À qui appartient-elle? Quelles sont les règles? Et au final, peut-on garantir le secret médical à l'ère du tout numérique? Bonne question. Déjà, le secret médical, c'est simple, c'est toute donnée médicale inhérente au patient doit être conservée entre le professionnel de santé et son patient, et entre tout professionnel de santé et le patient. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment capitales. Donc tout ce qui peut toucher au patient, on ne doit pas le divulguer à d'autres personnes. Donc ça reste vraiment la propriété du patient avant toute chose. Ça, c'est un point important. Ça vaut pour le patient qu'on peut avoir habituellement en cabinet, mais comme tu peux l'avoir aussi avec des sportifs de haut niveau, que ce soit en équipe de France ou ailleurs. Le secret médical est applicable à tous. Maintenant, dans la pratique, pas facile avec les outils numériques de ce jour, c'est certain, et la mise en place est parfois effectivement compliquée, car il faut l'avouer, la plupart du temps, ça se fait par message, ça se fait par téléphone, ça se fait par mail, ça se fait par tout moyen de communication, et obligatoirement avec une sécurité qui est pas obligatoirement adaptée et qui peut nuire justement à ce secret médical. Il est important, il est vraiment capital, et on fait en sorte, nous, de le respecter au mieux. Mais effectivement, si on pouvait nous apporter, et on va nous apporter une solution pour que ça soit plus facile, la communication entre professionnels, et qu'on ait aussi, surtout quand on a un patient face à soi, qu'on puisse avoir des données utilisables en temps réel, ça serait beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile et pratique pour nous au quotidien. Merci beaucoup Alexandre pour cette entrée en matière, et du coup je me tourne
vers Arnaud Barbier pour nous rappeler peut-être quelles sont les règles théoriques en matière de communication. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les messageries privées, comme évoqué par Alexandre, c'est-à-dire les mails perso, le téléphone perso, voire les messageries des réseaux sociaux. Il y en a les WhatsApp, les Messenger, enfin, il y en a pléthore, pour communiquer entre professionnels de santé afin d'échanger des données de santé des patients. Alors justement, c'est pour ça qu'il y avait une donnée qui était pas tout à fait... je voulais revenir parce que c'est inscrit dans le code de la déontologie et Alexandre a dit des choses qui étaient tout à fait vraies, si ce n'est que le secret médical n'est pas la propriété du patient. Le secret médical, c'est la propriété de personne. Le secret médical, c'est un espèce de nuage qui entoure et qui va se disperser, mais qui doit rester en même temps cloisonné entre les professionnels de santé qui font partie de l'équipe de soins, et c'est ceux avec lesquels on va pouvoir échanger. C'est pour ça justement qu'Alexandre, par exemple, au sein des structures professionnelles, va pouvoir échanger avec le médecin, va pouvoir échanger avec les autres kinés, les préparateurs physiques, éventuellement, si on considère qu'ils sont des professionnels au service du soin du patient. Voilà. Alors, sans vous couper, du coup, la nuance qu'on met entre secret médical, parce que la donnée de santé, pour le coup, elle appartient vraiment au patient. Le secret médical, c'est le résultat de la préservation de la donnée de santé. Non, on joue un peu sur les mots. Une donnée de santé, c'est une donnée personnelle, pour aller un petit peu plus loin. C'est une donnée personnelle qu'on va considérer comme sensible. Donc la donnée personnelle sensible, il y en a plusieurs. Ça peut être éventuellement les ethnies, ça peut être les appartenances à un syndicat, ça peut être des choses qui sont justement protégées par la loi sur l'informatique et les libertés de 1978. Et là, on va se retrouver avec la donnée de santé justement dans une donnée sensible. Il va falloir réussir à la protéger. Les personnes qui vont en avoir connaissance en sont les garants, mais il n'est en aucun cas la propriété d'une personne. Et c'est ça qui est important en fait. Il va falloir réussir à donner les informations utiles aux personnes concernées, et c'est ce que vous expliquez par exemple avec les messageries et autres qui vont être utilisées. Si un patient décide, lui, d'aller vers un professionnel de santé et d'utiliser une messagerie non sécurisée, c'est de son choix. Vous le disiez vous-même, c'est quand même la personne pivot, la personne centrale de justement de sa donnée personnelle. Par contre, que le professionnel de santé, lui, interagissent avec d'autres personnes sans être sûr et certain de la personne qui va recevoir l'information, ce n'est pas possible, notamment avec les risques légaux qu'il peut y avoir derrière, et judiciaires. Voilà. D'accord. Donc, utiliser bien sûr des moyens, comme vous le disiez, à haut niveau de protection, à haut niveau de confiance, et pouvoir justement bien sécuriser l'accès aux données de santé. D'accord. Donc, clairement, le fait d'utiliser le 06 du chirurgien parce qu'on le connaît et qu'on a l'habitude de travailler avec lui, c'est des choses qui ne sont pas trop recommandées. Alors, bien sûr que ce n'est pas recommandé. Maintenant, je vais justement me mettre sur le côté pratique, parce que vous êtes aussi sur le pratique. Il y a aussi la possibilité de pseudonymiser notre échange. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner le nom de la personne. On peut très bien réussir à échanger. J'essaye de donner un petit peu une solution. On peut bien sûr anonymiser, simplement. On échange après à partir selon quelqu'un. On peut donner des numéros, par exemple, aux différents patients pour qu'on soit. Là, c'est vraiment de la théorie, parce qu'on ne va pas faire ça dans la pratique. C'est pour ça que vous me demandez si on peut le faire par téléphone. Moi, je vous donne des solutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'identifie pas à qui appartient la donnée, tout est échangeable. D'accord ? Et là, on n'est plus attaquable. Puisqu'on n'est plus dans une donnée personnelle, on est dans une donnée qui est ou pseudonymisée ou anonymisé. Avant de donner la parole à Sébastien, Alexandre, est-ce qu'on peut revenir juste rapidement sur les outils de communication que vous utilisez, vous, alors à la fois dans le contexte du haut niveau en équipe de France de foot et aussi pour le patient lambda, et pensez-vous que la sécurité du coup est suffisante ? La sécurité, peut-être qu'il y a des éléments aujourd'hui qui permettent de sécuriser. Moi, je ne les connais pas, je ne les utilise pas. Malheureusement, et c'est pas de mauvaise volonté, je serais le premier à l'utiliser si on m'en donnait les moyens. Ça, c'est un très bon élément. Dans la pratique, il est clair que la communication, effectivement, se fait essentiellement par téléphone, par message et ou surtout par courrier. Mais effectivement, il y a le nom qui est mentionné. Donc à partir de là, on sort du côté sécure et il est clair que potentiellement, effectivement, de mettre des chiffres, de mettre des numéros mais ça me paraît très compliqué. Dans la vraie vie, ça me paraît vraiment très compliqué. Donc, moi, je suis prêt à utiliser toute solution qu'on m'offre, mais celle-ci, je la vois difficilement applicable au quotidien. Vraiment. D'accord. Merci. Alors, Sébastien, quand on a un peu préparé cette émission, de manière générale, la sécurité informatique, elle est mauvaise, clairement insuffisante, et pas uniquement dans le secteur de la santé, mais aussi, par exemple, celui de la banque. Quels sont les enjeux communs à ces secteurs sensibles ? Et finalement, de quel secteur celui de la santé peut-il apprendre ?
Alors je pense d'abord que je vais revenir un instant sur la notion même de sécurité. La sécurité, elle est globale ou elle est inexistante. Imaginez, si vous faites le parallèle avec le domaine bancaire, la banque a un coffre magnifique, il est blindé, il résiste à n'importe quelle attaque, mais vous amenez vos billets de banque par liasse de 10 000 en vous baladant, en vous pavanant dans la rue, et quand ils font du transport de fonds, ils sortent dans une Twingo non blindée et en short. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'illustrait très bien Alexandre. Aujourd'hui, la liasse de billets, c'est les données personnelles. Et il y a certainement des zones sur lesquelles le Ségur travaille, dans lesquelles la sécurisation va être forte, mais si les praticiens ne les utilisent pas, si monsieur tout le monde ne comprend pas qui rend accessibles ces données, et encore plus profond, je crois qu'on y reviendra, mais si le particulier ne comprend pas pourquoi c'est important de le faire, alors il n'y a juste pas de notion de sécurité. La sécurité n'intervient que dans un rôle de réassurance des utilisateurs, de donner confiance, mais elle n'a absolument aucune réalité. Donc c'est ce qui rend le sujet si compliqué, c'est qu'il suffit d'un trou pour que la sécurité de tout un domaine soit pas illusoire, inexistante. Et elle peut être inexistante par rapport à des gens qui sont volontairement mal intentionnés, par exemple aller se renseigner sur, effectivement vous citiez l'état de santé d'un dirigeant du CAC 40 ou d'un joueur parce que derrière, il y a une façon très simple de transformer l'information en argent, en pariant ou en achetant des actions en bourse. Effectivement, ça marcherait bien. Mais c'est vrai aussi pour monsieur tout le monde. Il y a des tas de choses à faire aussi avec les données de monsieur tout le monde. Donc, si je peux me faire le représentant en tant que non spécialiste ni du domaine médical, ni de la réglementation qui va autour, moi je pense qu'il y a un travail incroyable à faire d'éducation auprès de tous les humains qui interviennent autour de la sécurité. Donc, ce qu'on a pu voir avec tous les trois, c'est que le gap entre la théorie des bonnes pratiques et la réalité de terrain, elle est quand même tributaire des outils qui sont disponibles. Alors, comment on va le combler, ce gap? Et quelles sont les attentes des professionnels de santé? Est-ce que c'est possible? Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous exprimer les attentes et évoquer du coup les... Bon, mes attentes aujourd'hui, l'idéal, c'est que le patient arrive avec sa carte vitale, que je puisse l'insérer dans mon lecteur, que ces données soient sécurisées, que je puisse aller chercher ce dont j'ai besoin pour pouvoir avoir déjà une visibilité globale de mon patient, et dessus de pouvoir y rentrer aussi les données importantes que pourra utiliser le médecin, le chirurgien ou un autre confrère qui sera amené à traiter ce patient. Ça serait vraiment l'idéal. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas ce moyen. Alors, ça me donne l'occasion de me tourner vers vous, Arnaud, puisque la réflexion, elle est menée pour répondre à cette demande et au manque de sécurité avec des outils adaptés. C'est hyper intéressant parce que c'est exactement le Graal vers lequel on veut tous tendre. Il n'y a pas de souci. Je vais identifier juste une chose par rapport à ton intervention juste avant, qui était hyper intéressante et qui va avec ça. Le patient arrive, me tend sa carte vitale. Déjà, qu'est-ce qui me dit que cette personne, c'est déjà le bon porteur de la carte vitale? À partir du moment où il y a déjà un trou à ce niveau-là, toutes les infos que je vais pouvoir balancer, vous envoyer sur l'espace, ne seront peut-être pas les bonnes personnes. Donc, premièrement, on appelle l'identitovigilance. Premier point. Ça va être réglé, puisqu'avec l'application carte vitale, les patients vont avoir dans leur téléphone l'application, en même temps leur carte vitale enregistrée, et un document à haut niveau de confiance, que seront le passeport ou la carte d'identité, puisque vous êtes au courant aussi qu'on va intégrer dans les téléphones les applications pour la carte d'identité. Donc le tout va être corrélé, le patient passera donc sa tête devant, ce qui fait que par la biométrie, il y aura une reconnaissance qui aura été intégrée, et directement, sans contact, il pourra passer son téléphone qui permettra d'identifier le patient sans avoir à lui demander quelques pièces d'identité que ce soit. Et nous aurons accès directement derrière, après, à son espace santé avec l'ensemble des données. Ça, c'est le futur. Ça, c'est 2 ans à peu près. D'accord ? Dans 2 ans. Par contre, là, à l'heure actuelle, on nous a déjà mis des nécessités en termes d'identitovigilance, en termes de logiciels qui n'arrivent pas à parler entre eux, et on va être obligé de s'adapter un peu. Et après, derrière, en effet, on pourra glisser l'ensemble des informations sur les dossiers des patients. Et chose importante, on a parlé de l'identitovigilance du patient, mais il y aura aussi l'importance de reconnaître bien le professionnel de santé, d'où l'importance de la CPS, la carte de professionnel de santé, ou l'ICPS, qui nous permet de nous identifier, encore une fois, avec 2 facteurs d'authentification.
Voilà. Eh bien voilà un excellent teasing pour notre deuxième partie. Mais avant de passer à notre deuxième partie, on voit quand même qu'il y a derrière tout cela un énorme enjeu de sensibilisation et de formation. Alors comment on va convaincre des professionnels qui sont pris par le temps ou pas intéressés par le sujet de l'importance de se protéger avec les rudiments à savoir? On l'a un petit peu évoqué, Sébastien, on peut revenir dessus. Comment on convainc à sa cause Alors effectivement, Une fois magicien. c'est le sujet de pas mal de mes travaux de recherche. Hein. C'est comment est-ce qu'une solution technologique remplace la précédente? Qu'est-ce qui fait que les gens l'adoptent? Autant vous dire que c'est un sujet compliqué, mais il y a quelques règles fondamentales. Hein. Je crois que dans ce que nous disait Alexandre, la simplicité d'adoption, le côté packagé, tout en un, sans complexité, effectivement, c'est une clé. C'est pour ça que l'approche par tout dans le téléphone portable, je pense que c'est une bonne piste. Je pense que 2 ans, c'est disponibilité, c'est pas adoption massive encore. Hein. Alors, normalement, on sera sur, je me permets juste 10 secondes, normalement, on sera sur un déploiement, notamment, alors pour les médecins, on est déjà sur le Ségur Vague 2 qui est en train d'arriver, et donc pour les autres couloirs dont on parlera plus tard, je pense, c'est pour fin 2024. Donc, je pense quand même qu'on sera déjà en cours de déploiement. Donc, 2 ans, je suis pas mal, normalement. Non. Et le deuxième point, donc la simplicité, ça rend possible l'adoption, c'est critique. Hein. Mais il y en a un autre qui est beaucoup plus important, en fait, c'est de motiver l'adoption. C'est-à-dire qu'il faut, c'est la règle fondamentale, que je vois clairement ce que je gagne à le faire. Donc ça peut, et vous avez un sacré chantier là-dessus, hein, mais ça peut être, ça pourrait aller en fait jusqu'à vous ne pouvez pas être remboursé si vous n'êtes pas équipé de sécurisation. Enfin, en général, la monétisation, même si elle est favorable, hein, elle n'a pas besoin d'être punitive. Ou la reconnaissance, c'est 2 leviers qui marchent très bien. C'est-à-dire que je peux avoir un plus quand je dis chez moi, vos données seront en sécurité. Ou on peut utiliser bien sûr le bâton aussi, mais ça marche moins bien. Et ce qui va être vraiment terrible, c'est que cet exercice, il est juste au niveau du maillon des professionnels. Mais il va falloir trouver l'équivalent de ça au niveau des particuliers. Et ça, c'est un autre chantier. Ce sera avec plaisir on fera un autre sujet. En tout cas, ce que l'on peut retenir de cette partie, c'est qu'il y a une réelle volonté de faire mieux en matière de confidentialité de la donnée de santé, mais que les outils ne sont pas encore là, ce qui nous donne l'occasion de passer à la seconde partie de notre débat. Seconde partie de ce soir, les enjeux du Ségur du numérique en santé. Alors nous avons déjà évoqué sur ce plateau le secret médical, l'importance de respecter la confidentialité de la donnée en santé, malgré l'insuffisance des outils disponibles. En quoi consiste le Ségur du numérique en santé? Qui est ou sera concerné? À quoi doit-il servir? Quelles sont les attentes des praticiens? Que va-t-il résoudre? Et donc, Arnaud Barbier, le fait est suffisamment rare pour mériter d'être souligné, les professionnels de santé sont associés dans la réflexion en amont. Et en l'occurrence, vous êtes élu UNPS au GT Informatique et Numérique et représentant de la FFMKR au Ségur Santé du Numérique. Non, au Ségur numérique de santé. Oui, mais après, qu'importe l'intitulé, ce qui nous intéresse, c'est le but. Et honnêtement, on est très heureux d'avoir été démarché pour venir s'inscrire dans une réflexion pour que ce soit en termes d'usage, en fait, que ce soit réfléchi les outils et que l'on puisse mettre sur le terrain justement pour répondre à ce qu'on disait aux attentes du terrain. On est un petit peu déçus parfois parce qu'on vient chercher des acteurs autres, notamment dans les sociétés savantes, pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient pu avoir besoin. J'ai notamment initié cela par le biais du CMK et c'est vrai qu'aucune société savante n'a été capable de répondre quels documents on a besoin, nous, à avoir accès. Donc j'étais un petit peu attristé, mais bon, on a essayé de faire au mieux les représentants présents. Aussi, on notera l'absence de l'ordre, et c'est un petit peu dommage, mais bon. On a réussi, nous, en tout cas, à apporter, j'espère, une réponse conséquente sur quels outils on va pouvoir utiliser. Donc justement, ça va être, je parle juste des outils socles, hein, c'est-à-dire la messagerie sécurisée, directement intégrée dans les logiciels des professionnels de santé. Ça va être la possibilité d'aller chercher des informations sur le dossier médical partagé du patient, mais aussi de pouvoir y mettre des informations. Et tout ça en termes de sécurité. Voilà, c'était ça l'objectif. Est-ce qu'on peut juste remonter un petit peu plus haut, c'est-à-dire que ce Ségur, il se fait en 2 temps, avec une première vague, une deuxième vague. Et quand vous dites nous, précisez bien qui. Nous, c'est les syndicats qu'on est venus chercher. Comment on met tout ce monde en logique? On a demandé tous les acteurs de la profession.
D'accord. Donc justement, les ordres ont été proposés. On leur a proposé de venir, les ordres, les syndicats, les étudiants, les associations d'étudiants aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un ensemble d'acteurs qui pouvaient venir. On a les industriels qui sont en face. Donc on est vraiment sur une relation tripartite. Les usagers d'un côté, les industriels de l'informatique, d'ailleurs avec la FEMA qui fait un gros travail. C'est la Fédération des éditeurs justement en informatique et des logiciels. Donc qui fait un travail phénoménal. Et puis, on a aussi justement l'ANS, l'Agence du numérique en santé, qui elle va permettre d'être à la baguette et de dire ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel temps, et voilà, parce qu'on a quand même un calendrier à tenir. Il y a plusieurs professions, il va y avoir des couloirs qui ont été ouverts, donc on a les couloirs médicaux avec les médecins, les pharmaciens, les labos, donc ça, ils ont déjà bien avancé. Ça, c'était la première vague. Alors, c'est le premier couloir, c'est pour ça que je vais expliquer après le système de vagues. Ils avaient décidé, pour un usage derrière qui soit facilité en termes de déploiement, et là, le technique, je pense que tu connais un petit peu plus, il a fallu faire une première vague qui permettait d'aller envoyer les informations, donc pousser l'information depuis les logiciels, et puis une deuxième vague où on va aller pouvoir récupérer les informations directement sur le logiciel. La première vague, elle est passée pour ces premiers couloirs. Il a été décidé d'ouvrir un deuxième couloir, un couloir chirurgien-dentiste, pardon, sage-femme, merci Nathalie. Et les paramédicaux, notamment les kinés et les infirmiers, podologues et autres. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir développer dans ce deuxième couloir la vague 1 et la vague 2 pour qu'on puisse justement échanger les informations facilement avec l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour l'ensemble des logiciels de parler avec un espace numérique de santé qui soit commun. D'accord. Et juste pour terminer cette rapide présentation, donc objectif, déploiement 2024 ? Objectif pour ces nouveaux couloirs qui ont été ouverts, déploiement fin 2024, c'est-à-dire commercialisation, même si les professionnels de santé ne débourseront rien pour cette mise à jour, la commercialisation se fera normalement fin 2024. D'accord. Merci beaucoup. Alexandre, vous connaissiez l'existence de cet outil en cours de développement qui sera déployé donc pour les professionnels de santé courant 2024 ? Et puis deuxième question, est-ce que vous êtes convaincu, prêt à utiliser, expérimenter, sous quelles conditions ? En gros, quelles sont vos interrogations ? Oui, j'ai eu écho effectivement que c'était en cours. Maintenant, pour quelle date, je n'avais pas connaissance. Si c'est 2024, c'est très bien. J'attends ça personnellement avec impatience, parce que je pense que pour nous, au quotidien, ça va et ça doit être un gros plus. Maintenant, j'y mets des réserves sur est-ce que tous les praticiens joueront le jeu et est-ce qu'ils rentreront les informations nécessaires justement pour qu'on puisse bénéficier d'une connaissance parfaite de son patient. Là, j'y mets vraiment un gros bémol. Et comment peut-on faire pour que justement il y ait une obligation de rentrer ces données ? Et là, je m'interroge. Je m'interroge vraiment. Comment on peut arriver à ça ? Mettons, si on prend un kiné qui voit son patient pour la première fois, il est dans l'obligation normalement de faire un bilan. Maintenant qu'il le fasse, qu'il le rédige et qu'il le rentre sur cet espace, est-ce que ça sera fait par tous ? J'ai un doute. Juste pour réagir, c'est inscrit dans la loi depuis justement janvier 2022. Il est inscrit que les kinés doivent mettre à disposition l'ensemble d'une fiche de synthèse du bilan diagnostic kiné. Ouais. Donc à l'heure actuelle, il y a la limite technique qui fait que, mais la loi s'arrête justement à 2024 en disant qu'à partir du 31 décembre 2024, on doit déposer obligatoirement, nous les kinésithérapeutes, la fiche de synthèse de bilan diagnostic kiné sur le dossier du patient, dans le dossier médical partagé. Alors, pratico-pratique, ça veut dire que c'est sous surveillance, il y a enquête, on est aligné si on n'a pas bien fait ses devoirs. À l'heure actuelle, on est soumis aux indus lorsque l'on ne pratique pas dans des bonnes conditions conventionnelles, on est d'accord. Le remboursement d'un patient, des actes effectués sur un patient ne se fait que dans un cadre conventionnel, avec des engagements qui sont bipartites, là, par contre, et on va se retrouver avec une obligation, normalement, de cotation. Il n'y a plus d'obligation d'accord préalable, ça c'est déjà une bonne chose, mais on se retrouve en contrepartie à avoir la responsabilité de nos actes, qu'elles soient médico-légales, mais aussi financières. Et donc en soi, il est clair qu'un bilan qui serait en cas de contrôle
non effectués pourraient être redemandés en termes d'indus. On pourrait même aller plus loin en disant que si le bilan n'a pas été effectué, quelle est la véracité des soins qui ont été mis derrière en place. Et on pourrait aller encore plus loin. S'il y avait un souci, et là on parle bien du médico-légal, on ne parle plus d'argent, puisque le bilan est une donnée opposable, le kiné pourrait être bien sûr attaqué en justice, que ce soit déontologiquement, au civil, voire si plus grave, au pénal. Sébastien, est-ce qu'on a des références de déploiement d'outils similaires? Est-ce que ça marche? Comment sont-ils adoptés? Doivent-ils être proposés, rendus obligatoires, et donc avec le risque de rejet, bien sûr, s'ils sont trop contraignants? Alors, écoutez, des exemples de déploiement par l'obligation, il y en a beaucoup. Rappelez-vous, encore il n'y a pas si longtemps, il y a les constructeurs automobiles à qui on a exigé des normes, des efforts considérables en termes d'émissions de CO2. Vous avez vu ce qui s'est passé, quand on agit sous la contrainte, les gens trichent. Les gens trouvent toutes les astuces pour résister. Ça s'est vu dans tous les domaines. En Angleterre, pendant 25 ans, les voitures doivent être précédées d'un piéton qui annonçait leur arrivée. Autant vous dire que ça aussi, ça n'a pas très bien marché. Donc, je ne dis pas que ça ne marchera pas, parce qu'on parle à des professionnels et pas au grand public, mais en fait, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense que l'axe de la motivation positive, de montrer aux gens ce qu'ils y gagnent, tout à l'heure vous parliez de l'existence et du déploiement, où elle aide à la communication. Comment est-ce qu'ils transforment cette adoption d'un nouvel outil en un avantage que leurs clients comprennent? Donc ça, vraiment, j'espère que vous aurez l'occasion d'y travailler beaucoup, parce que ça transforme un exercice de bras de fer en un exercice de « s'il vous plaît, donnez-moi ce logiciel, j'en ai envie ». C'est beaucoup plus agréable, quoi. Et si je veux rajouter un petit message d'espoir d'un point de vue plus technologique, je pense que vous arrivez au bon moment. Parce que je pense que l'intelligence artificielle va révolutionner les situations. Je pense que, comme disait Alexandre tout à l'heure, un kiné qui fait un bilan, il va peut-être le faire parce que c'est un vrai pro. Ça va peut-être, pour autant, pas être automatique pour lui de l'entrer, de le transmettre et de le faire de façon sécurisée. Et je pense qu'avec les intelligences artificielles qui émergent, qui peuvent aussi bien comprendre ce qu'on leur dit à l'oral, le transcrire et le traiter de la bonne façon, y compris évaluer... Et de la mettre dans la bonne case. Mettre dans la bonne case, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi comprendre non seulement la sensibilité des données dont on parle, en termes de risque et en termes de potentiel, ce que ça peut amener d'en parler. Peut-être que l'IA va compléter le métier du kiné en disant, écoutez, ce problème-là, ça tombe bien, parce qu'il vient d'avoir une étude en Australie qui montre que ça serait solutionnable d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, je pense que vous êtes à un très bon moment, si vous prenez le challenge en tant que communication. Est-ce que je peux mettre juste un petit grain de sel? C'est qu'en fait, c'est le principe même de l'innovation, de transformer une contrainte en opportunité. On retrouve ça dans la chimie, on retrouve ça là où on crée, c'est face aux problèmes d'énergie, aux problèmes de pollution, aux problèmes de tout. Je veux dire, les gens qui sont dans la chimie, on leur supprime tous les produits dont ils se servaient, donc c'est où ils pleurent parce qu'ils ne peuvent plus appliquer leur process, où ils réinventent tout, et du coup, il y a plein d'innovations qui sont vachement mieux que ce qu'ils avaient. Donc ce n'était pas forcément tout mieux avant. C'est-à-dire que le fait d'être contraint, finalement, c'est vraiment la poussée d'innovation. Enfin, là, je prêche. Alors déjà, si on me dit que c'était mieux avant sur la plupart des choses, c'est évidemment complètement faux. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est faux, archi faux. Je ne sais pas combien de choses vous pouvez traiter aujourd'hui qui étaient totalement intraitables il y a encore 5 ou 10 ans. C'est incroyable. Et oui, la contrainte est mère d'innovation. Et c'est un peu pour ça que je réagis, c'est que la contrainte juridique, c'est la solution facile et on sait que c'est pas celle qui marche le mieux. Moi, je ne suis pas pour, on est bien d'accord. Mais je vais vous donner des exemples. À l'heure actuelle, on cherche à valoriser des choses. Il y a un outil informatique qui est très simple. Je parlais du SCORE, les paramédicaux le connaissent bien, c'est-à-dire toutes les professions qui exercent sous prescription devaient précédemment, il y a encore quelques années, envoyer la prescription auprès des caisses de rattachement. D'accord ? On a mis en place un outil qui s'appelle le SCORE, d'accord, qui permet de scanner l'ordonnance. SCORE. Donc, un scan d'ordonnance, ça prend même pas 5 secondes, on est d'accord. Le logiciel la prend directement et au premier envoi de télétransmission, ça partait. Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu ? Allez. Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu ? Faites-nous peur. On n'est même pas encore à 100% à l'heure actuelle. Je vous donne un autre exemple, et après je n'irai pas plus loin. Les logiciels informatiques, vous connaissez les addendums, ce sont des ajouts technologiques, techniques qui sont mis et qui sont validés, notamment pour les échanges avec les caisses. Je fais partie d'une commission au niveau national qui statue sur l'arrêt des addendums. Donc on était sur l'addendum 1 il y a encore 1 an, on est à l'addendum 8. D'accord ?
je pourrais vous en donner plein en technologie. On utilise le gaz, par exemple, à l'heure actuelle, alors que sur les lecteurs, alors que finalement, c'est obsolète depuis 20 ans et qu'on est sur du PCSC. Enfin, il y a 100 000 choses et les gens sont réfractaires, mais réellement, juste pour l'être. Vous voyez ce que je veux dire ? La peur de découvrir, la peur d'aller vers autre chose. Si je peux réagir et pour finir ce que je disais, l'IA, justement, il y aura ça. C'est que les gens auront peur. Est-ce qu'on est déjà sur des retours à l'heure actuelle dans la société sur l'IA alors qu'elle n'est même pas encore installée telle que ça en fait, c'est parce que souvent les gens pensent que la solution est technologique. Alors qu'en fait, une technologie en soi, ça amène à rien aujourd'hui. Il faut que la technologie soit emballée dans ce qu'on appelle, alors le mot technique, c'est un business design, mais en fait, c'est rien d'autre que comment je l'insère dans mon business pour que je perçoive clairement ce que ça m'apporte à moi, à mes clients, et ce que ça me permet en matière de gagner plus d'argent. C'est la clé de l'adoption. Vous voyez, l'énergie renouvelable, tant qu'elle était plus chère que l'énergie carbonée, personne n'en voulait. Maintenant qu'on arrive à faire du photovoltaïque à des pouillèmes de dollars le kilowattheure, et ben d'un seul coup, les gens font du photovoltaïque. C'est la clé de tout. Montrer aux gens comment ils vont gagner plus d'argent et de temps avec la techno, et il n'y aura plus aucun problème d'adoption. Et pour ramener au kiné, pas lui faire perdre du temps, mais en gagner. C'est-à-dire c'est ça la carotte quand même. Parce qu'on a un emploi du temps qui est plein, et on demande de faire un truc en plus, on n'est pas trop... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et l'objectif, justement, c'est ça, c'est de gagner du temps. Par contre, souvent, quand on change de technique, quand on change de travail, quand on change de manière de faire au début, on en perd un peu du temps. Regardez la différence entre les chirurgies à ciel ouvert et les arthroscopies. Il a fallu se former, il a fallu faire les choses comme il fallait, il a fallu aller vers l'avant. Combien on fait encore de chirurgie à ciel ouvert sur articulaire Voilà. Et il a fallu combien de temps pour que ça passe? Il y a eu un renversement des dogmes, bien sûr, Alexandre. D'intervenir. Oui. Franchement, sur le gain de temps, là, de ce dont on parle ce soir, je ne vois pas en quoi on va pouvoir gagner du temps, enfin moi, sur le côté de terrain. Par contre, effectivement, je vois un réel gain sur la qualité des prises en charge. Là, il y aura une obligation, il y aura des obligations encore plus fortes. On aura des bilans qui sont encore plus forts, de par les données qu'on pourra avoir, de par les obligations de données qu'on devra rentrer, et puis par le contrôle qu'il pourra y avoir. C'est surtout sur le côté qualitatif que moi je vois que ça va surtout pousser vers le haut sur la prise en charge de nos patients. Maintenant, sur le gain de temps, j'en suis pas certain, et encore moins sur le côté financier. Je vois pas ce que ça va nous faire gagner plus comme argent. Là, je vois pas. Là, le seul moyen que ça pourrait faire gagner plus d'argent, c'est effectivement en étant plus qualitatif, plus efficace, moins de séances, moins de remboursement, et c'est peut-être là qu'il faudrait peut-être jouer sur les actes qui devraient être augmentés en conséquence pour les kinés qui jouent le jeu, et normalement tout le monde... C'est parfait. Alexandre, tu es présent avec nous lors de nos réunions de syndicats, non? Parce que c'est exactement ce qu'on soutient nous derrière, c'est augmenter la qualité pour diminuer les dépenses générales et pour permettre de mieux redistribuer ça. Et la deuxième... Je suis d'accord, mais sur le... Pardon, vous connaissez aussi bien que moi ce qui se passe sur le terrain, et je ne pense pas qu'aujourd'hui on tire les choses vers le côté qualitatif, ou du moins pas à hauteur de ce qu'on pourrait, de ce qu'on devrait faire. Et pour ça, effectivement, il y a un côté financier. Si moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai celui de pouvoir prendre mes patients plus longtemps quand je les vois en bilan. Après, il y a des notions de dépassement honoraire. Mais si on veut bien connaître son patient la première fois qu'on le voit, rentrer toutes les données avec les nouveaux moyens qui vont arriver, et qu'on prenne bien connaissance du dossier du patient, de tous les examens qu'il a fait pour faire quelque chose de correct, il faut du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, au prix du bilan qu'on peut avoir, je suis désolé, les kinés, ils sont tirés vers le bas, parce que ils prennent le temps qui est en adéquation avec le tarif du bilan, ce qui fait qu'ils ne prennent pas de temps. Et au final, si la base n'est pas bonne, derrière, ça va engendrer des séances et des séances pour un résultat qui sera moyen, voire pas bon. Et moi, je pense que cette base, cet outil-là qui arrive, là, moi, je pense que c'est vraiment une aubaine pour asseoir cette qualité de base d'entrée de jeu avec son patient, qui va conditionner derrière la suite et faire des économies de santé. Alors, merci Alexandre. C'est une parfaite conclusion de cette seconde partie, puisque justement nous sommes obligés de passer à notre troisième partie. D'ailleurs, on voit que le sujet est convergent parce que tout le monde tutoie tout le monde sur ce plateau, donc finalement c'est parfait. Non, mais ça veut dire que c'est le début de l'adoption, ça déjà, quand on commence à... On voit qu'on est moins réfractaire. Voilà, c'est qu'il y a déjà une ouverture. Autres, on peut le matérialiser. Après, entre confrères, j'ai souvent l'habitude. Oui. Voilà. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que souvent, les gens qui sont dans les programmes sont juges et partis, alors que là, vous êtes dans la partie, mais critique aussi. Donc, justement, c'est ça qui est une vraie valeur ajoutée pour construire un outil utile à tous. C'est ce qu'on essaye en tout cas.
d'apporter justement ce regard à côté. Alors là, je viens en tant qu'expert sur ça. Je vais vous dire forcément les points positifs, mais on est d'accord que tout n'est pas idyllique et qu'on travaillera pour que ça se rapproche au mieux de l'outil parfait. Eh bien, c'est parfait. Nous allons passer à notre troisième partie parce qu'on a vu qu'il y a des outils qui étaient à venir pour améliorer la préservation de la donnée de santé. Donc, l'impact du Ségur du numérique en santé est très attendu. Et après avoir exploré donc, tous ces outils en préparation, voyons que ce qu'on va retenir quand le praticien il est très occupé, pas fasciné par le sujet, quelles sont les règles élémentaires de bonne conduite. Donc, c'est notre troisième volet. On en parle après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Troisième et dernière partie, bonne pratique, quelle conduite idéale doit être tenue par le praticien pour exercer en toute légalité? Alors, au-delà des différences de positionnement des masseurs-kinésithérapeutes, c'est-à-dire qu'ils soient conventionnés versus déconventionnés, syndiqués, non syndiqués, le point du commun à tous, c'est de vouloir faire le mieux pour sa patientèle. Alors, quelle conduite idéale doit être tenue pour exercer, sachant que nul n'est censé ignorer la loi? Donc, Arnaud, est-ce qu'on peut revenir sur le serment d'Hippocrate qui est toujours en vigueur en 2023 alors qu'il a traversé les siècles depuis la Grèce antique, je crois. Alors, est-ce qu'on peut faire un tout petit peu d'histoire pour nous situer ? C'est traditionnel, hein, d'accord, le serment d'Hippocrate. Alors, je fais très rapide parce que, bon, l'histoire, souvent, c'est pas... Mais bon, j'essaye de rendre ça fun. Comprendre son passé pour savoir vers où est-ce qu'on l'avenir. va, exactement. On se retrouve donc face à un serment qui a été écrit justement en Grèce antique au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça a suivi, ça a perduré, même au sein des différentes religions, hein, d'accord. On a réussi à pouvoir parler justement, à voir apparaître ce serment qui a suivi durant des millénaires au final, hein, presque 2000 ans. On va passer vite fait justement les siècles des Lumières où on a commencé déjà à vouloir supprimer tout ce qui va être le côté religieux, puisqu'il y avait un rappel aussi aux dieux, hein, notamment un serment aux dieux qui était au début du serment d'Hippocrate, donc ça ne va pas vraiment avec l'idée de l'époque. Et puis pour avancer, on se retrouve la guerre finalement, 39-45, et puis il y a besoin de bien soigner, il y a besoin un petit peu de tout moderniser. Il y a l'émergence de la kinésithérapie en 1946, hein, c'est une profession jeune, et puis les médecins décident avec l'organisation de médecine mondiale, j'ai oublié l'AMM, l'autorité mondiale de médecine, qui décide de réfléchir sur une nouvelle convention, un nouveau serment qui est discuté à Genève et qui s'appelle le serment de Genève, qui va derrière suivre. C'est une forme un petit peu plus modernisée du serment d'Hippocrate. Et puis on se retrouve maintenant, depuis 1990, dans pas mal d'universités où c'est encore dit, ce serment d'Hippocrate moderne, qui justement cherche à donner l'égalité aux patients, donner justement l'accès aux soins, réussir la justice aussi, et le secret par rapport aux soins prodigués. Et en parallèle, forcément, les États, hein, le droit s'est emparé du serment, de ce serment, pour en faire un droit du patient, les droits du patient qui sont inscrits en déontologie et notamment aussi dans les droits de la santé, dans le Code de la santé publique. Voilà. Donc, il y a un côté légal, vous avez compris, juridique, et un côté déontologique. C'est intéressant d'avoir cette mise en perspective historique, puisque finalement, l'éthique reste, les outils évoluent et il faut du coup les adapter juridiquement, légalement à cette évolution. Alors, comment utiliser à bon escient les outils numériques pour éviter tout risque de violation du secret médical? Je sais que ma question elle est large, mais vous allez répondre de façon concise.
Je pense que déjà, ça dépend de la situation. Enfin, on l'a bien vu. Je pense que quand Alexandre est sur le terrain, il n'a pas du tout les mêmes contraintes et les mêmes choses à prendre en compte. Hein. Quand, je sais pas, un joueur se blesse en direct à la télé, on va avoir tendance à tout de suite comprendre qu'il a quelque chose. Hein. Le secret médical, il est vite, il est vite réduit. Donc forcément, après... Alors justement, Alexandre dit qu'il ne répond pas à un journaliste parce que forcément, vous êtes le kiné de l'équipe de France. On essaye de venir vous soutirer un peu des informations, j'imagine. Et là, ça le rend muet. Ça, c'est sûr que les informations, tout le monde en veut, c'est certain. Vous savez, on est même au point, on se moquait il y a encore quelques années quand les joueurs commençaient à parler en mettant la main devant la bouche. On en est quasiment aussi à ce point-là, parce qu'aujourd'hui, tout est épié et les moindres faits et gestes et paroles on les scrute de partout, et effectivement, il faut faire très très attention à tout cela. Donc, c'est pas facile. Donc, effectivement, moi, je fais en sorte, je ne vais pas dire de ne pas répondre aux journalistes, mais... Si, vous me l'avez dit. Enfin, moi, vous m'avez répondu, c'est gentil, mais... quoi qu'il en soit, tout ce qui va concerner le médical, il n'y aura rien, même si on essaie de vous piéger, il n'y aura rien, parce que ça appartient aux joueurs et ça nous appartient à nous. Donc, il n'y a pas d'informations à donner à ce sujet. Après... Que ce soit Kylian Mbappé, ou ça c'est pour le côté haut niveau, ou que ce soit un patient dans mon cabinet, c'est exactement la même pratique. On doit rester professionnel. Point. Globalement, on voit que quand il y a une déontologie comme c'est Alexandre, qui est parfaite, voilà. Ah, c'est un bon élève. Oui, mais c'est tant mieux. Et j'espère que justement la plus grande partie des professionnels sont dans cette situation-là. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Ah non, mais moi, ça me va. Disais tout à l'heure, c'est des outils, on parlait des outils, mais il y a les personnes qui les utilisent. J'ai un ami informaticien qui disait un truc génial, qui dit souvent le problème avec l'informatique, elle se situe entre l'écran et le siège. Je vous laisse réfléchir à ça. Voilà, et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'outil est bon, en règle générale, c'est les utilisateurs et la manière dont ils vont s'en servir et la manière dont ils vont réussir à s'accaparer la technologie qui vont permettre de garder la sécurité. Donc, on en revient sur le process, puisque c'était votre question, Nathalie. C'était quelle est la bonne conduite à tenir ? Déjà, bien identifier la personne avec laquelle on parle, d'accord, grâce à l'INS, l'identifiant national de santé, l'identité numérique de santé, qui permet de savoir justement avec le nom, prénom, le nom d'usage, la date de naissance, le lieu de naissance, le code INS, en règle générale le NIR, si c'est un homme, une femme. On va réussir déjà avec ces 5 traits à définir qu'on a la bonne personne face à nous. En attendant l'application carte vitale, on va utiliser bien sûr un document à haut niveau de confiance, on l'a dit tout à l'heure. Et après, derrière, nous aussi, on va bien s'identifier dans les logiciels et on va bien rentrer l'ensemble des données. Là, c'est la bonne conduite à tenir pour les échanges. Alors, le temps file à une vitesse dingue, donc on est bientôt au terme de cette émission. Alors, on va faire réagir et après, Oui, mais... Ouais, rapidement réagir, parce que je trouve ça super intéressant. Je pense que, d'une façon générale, sur les sujets de sécurité de données, la clé, c'est pas le mot sécurité, c'est le mot données. Et que quand les gens trouveront leurs données importantes, eh ben, alors seulement ils pourront se demander est-ce qu'elles sont sécurisées, et alors seulement ils pourront demander aux praticiens de les sécuriser, de s'en occuper. Mais ça commence par comprendre l'importance de la donnée. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. La plupart d'entre vous, dans cette salle, cliquent sur non quand on leur demande sur un site web pour les cookies. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les pubs que vous allez voir vont être mal ciblées. Quand vous cliquez vous cliquez non au cookie, vous achetez des mauvaises pubs qui vont vous interrompre et qui ne vont pas vous intéresser. Alors que si vous acceptez les cookies, en fait, vous avez des pubs qui correspondent, c'est magique, hein, c'est plus ou moins exactement la question que vous étiez en train de vous poser avant même que vous l'ayez complètement formulée. Des fois, on se dit, c'est pas possible, j'écoute mon micro. Quoi. Oui. Et en fait, une pub qui correspond exactement à ce que vous voulez quand vous y pensez, c'est plus une pub, c'est la réponse à votre question. Donc, la façon de réfléchir aux données, c'est un excellent documentaire sur ça qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Complètement, quoi. Qui est exceptionnel. Et peut-être qu'on pourrait en fait sensibiliser le grand public, les patients, à pourquoi vos données sont importantes. Peut-être que vous aurez des propositions pour un meilleur traitement, peut-être que vous pourrez participer à une étude clinique qui ne vous aurait jamais été proposée. Être payé pour les échanger. Pour les échanger, Mais en fait, moi, ça serait ma recommandation, c'est de commencer là où commence tout, c'est-à-dire le propriétaire de la donnée, celui qu'elle concerne. Si elle est importante pour lui, il pourra demander à son praticien de la traiter avec respect et tout le reste suivra. Mais ça commence chez l'individu.
Merci beaucoup, je ne vous arrête plus. Arnaud, quand même, si on veut bien se former, apprendre les rudiments, c'est-à-dire qu'il faut quand même se faire une petite formation, parce que c'est vrai qu'en écoutant, ça paraît évident. Après, est-ce qu'on a des choses à proposer? Simple, en tout cas. Est-ce qu'on a des choses à se proposer pour un non-geek qui a besoin quand même d'être briefé rapido? J'encourage les professionnels de santé à se diriger vers les formations numériques de santé. On le sait désormais, c'est inscrit dans la formation initiale. Ça représente 2 unités d'enseignement dans les formations universitaires. Donc, il est important que les professionnels de santé qui veulent déjà recertifier, vous le savez, on en a parlé précédemment, qui veulent tout simplement avoir un bon développement professionnel continu, aillent vers les formations numériques de santé. Je donnerai celle que je connais bien, qui est sur l'INK Learning, où il y a deux formations déjà. Sur les fondements, il y a 5 axes, donc je vous en donne 2 qui sont déjà faits, qui sont la donnée de santé, en tout sécurisé. Et le deuxième, c'est la communication en santé numérique. Voilà, donc je vous encourage à aller, bien sûr, vous former si vous en trouvez d'autres avec grand plaisir, et sinon sur le site de l'INK Learning. Parfait, c'est passionnant, on aurait encore plein de choses à dire. Je vais vous demander, mais à chacun, une petite phrase de conclusion express. Je fais un petit tour de plateau. Je commence avec Alexandre, du coup je termine. Que doit-on retenir? Un petit message d'espoir. Moi, je vois ça, je trouve que ce sujet de ce soir, pour nous, nous promet un avenir meilleur, bien meilleur. Et personnellement, j'y crois à 100%. Et je ferai en sorte autour de moi que mes collègues en fassent autant pour qu'on fasse avancer les choses, et en respectant ce fameux secret médical et en restant dans les clous d'un point de vue juridique. Voilà déjà un convaincu, ça s'annonce bien. Sébastien, qu'est-ce qu'on retient du plateau de ce soir? Moi, je pense que la clé va être de faire comprendre aux gens pourquoi leurs données sont importantes pour eux, ce qu'ils peuvent y gagner comme ce qu'ils peuvent y perdre. Et qu'une fois qu'ils auront compris ça, le reste va suivre, et vous fournirez de toute évidence des solutions qui sont le plus génératrices de qualité pour tout le monde. Et je suis vraiment content de savoir qu'il y a déjà tout ça qui se passe aujourd'hui. Je ne savais pas pour la plupart. Donc Arnaud, on boit du petit lait. Là, vous l'avez déjà vendu. Alors même si vous ne le vendez pas vous, mais déjà vous avez convaincu. Donc c'est bien, ça commence bien. Je vais dire que c'est plutôt un engagement plutôt qu'une phrase de conclusion. Essayer de donner le meilleur pour les autres professionnels de santé, et finalement concrétiser et valider le fait qu'on soit là à notre place en tant qu'élu, en tant que personne, et qu'on puisse apporter les meilleures solutions. On ne sera pas parfait, mais en tout cas, on reste toujours à disposition. Et par exemple, Alexandre, s'il y a quoi que ce soit comme question, je reste disponible pour me joindre. Nathalie, vous avez mes coordonnées, idem, et je reste à disposition pour la suite. Medscore est là pour mettre en relation tous les professionnels qui ont à interagir. Donc, un sincère, très grand merci à tous les 3 pour votre contribution à ce débat. Il y aurait encore tant à dire, mais on fera d'autres sujets sur cette thématique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On espère que vous avez appris plein de choses. Posez aussi vos questions pour nous donner des idées de poursuite de sujets. Merci bien sûr à l'UNIM pour son soutien, aux équipes de Medscore pour la réalisation logistique. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau mardi de la santé UNIM Medscore. Ce sera le mardi 17 octobre. Ce sera notre 49e plateau dédié à la croissance en cabinet, s'offrir les perspectives pour voir plus grand. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et la soirée n'est pas tout à fait finie, puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier que vous présente Aude tout de suite. Bonne soirée à tous et rendez-vous dans 15 jours. Tout à fait, on se retrouve ce soir pour un atelier de présentation de l'association UNIM. Donc 10 minutes où vous allez avoir un échange avec un de mes confrères pour vous parler de tous les avantages qu'on réserve à nos adhérents. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensemble, on est plus fort. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.